Je souhaite que vous serez très bien chez vous. Aujourd'hui, on va voir une leçon qui concerne les premières années, option première année sciences maths ou première année sciences expérimentales. C'est la dernière leçon de l'électricité. C'est le titre et les forces électromagnétiques. Nous avons déjà vu le champ électromagnétique et le champ magnétique, c'est-à-dire le champ créé par soit un aimant ou par un courant électrique. Nous avons défini le sens, la direction, c'est-à-dire toutes les caractéristiques du vecteur champ magnétique. On a bien sûr bien précisé la méthode ou la technique de définir le sens surtout du vecteur B. Maintenant, on va suivre avec une application. Ce qu'on va voir maintenant, c'est l'action d'un champ magnétique sur un corps qui sera parcouru par un courant électrique. Le premier point, c'est la mise en évidence d'une force bien intéressante dans les applications partout dans les domaines, c'est la force de la place qu'on appelle la force électromagnétique. C'est-à-dire, c'est une force qui est due à une interaction entre le magnétisme, c'est-à-dire le champ magnétique, et le courant électrique. Donc, nous allons utiliser ici un dispositif. Le dispositif comprend un générateur de courant continu, on l'a noté ici CG, un interrupteur, un rhéostat. Toujours, quand on utilise un rhéostat, si on veut changer la DDP ou le courant électrique, bien sûr, puis un ampèremètre pour indiquer le passage et l'intensité du courant électrique. Puis ici, on a une tige que j'ai notée F. La tige peut être en rotation libre autour d'un axe horizontal, elle est nommée delta. L'autre extrémité, elle est plongée dans une solution électrolytique concentrée. Bien sûr, la barre, comme on remarque ici sur le dispositif, elle passe entre les branches d'un aimant OU. Comme un petit rappel, le champ magnétique à l'intérieur des branches, dans l'entrefer du champ de l'aimant OU, il est toujours du nord vers le sud, bien sûr. Il est horizontal ici, il sera uniforme car il va garder toutes les caractéristiques constantes. On a utilisé ici une solution électrolytique concentrée. Comme on l'a déjà vu dans les chapitres du premier semestre surtout, qu'un courant électrique aura la possibilité de passer dans une solution s'il est ionique, c'est-à-dire s'il est électrolytique. Donc, quand je ferme l'interrupteur K, le circuit sera bien sûr fermé. Le courant va circuler de cette borne positive vers et passe par l'ampèremètre, puis circule dans la tige et à l'aide de la solution électrolytique, il va revenir sur G. Maintenant, quand on ferme, avant de fermer le circuit, voilà notre position, notre matériel, notre dispositif, il est comme ça. La tige, il est en équilibre, il est vertical bien sûr. Je ferme maintenant K et voilà ma tige. On remarque qu'il est un peu écarté ou décalé de sa position d'équilibre verticale. La seule chose qu'on a fait varier de la figure 1 vers l'autre figure, c'est qu'on a fermé le circuit. Donc, le passage du courant électrique dans ce conducteur a fait dévier le conducteur qui existe dans un champ magnétique. Donc, le passage du courant électrique dans ce conducteur qui est dans le champ magnétique a créé une force qui agit sur le conducteur. Cette force, c'est celle qu'on appelle la force électromagnétique ou la force de Laplace. Maintenant, on a trois paramètres, ou bien trois. On a le champ magnétique créé par l'aimant OU, on a le courant électrique, les deux ils ont un sens. On va voir maintenant si on inverse le sens du courant électrique qui passe dans la tige. On va inverser seulement, c'est très simple, on va inverser les bornes du générateur. Donc le courant va passer dans le sens opposé au sens du premier cas. On remarque que, bien sûr, c'est bien évident ici, il est
bien précis que la tige elle est écartée de sa position d'équilibre vertical dans le sens opposé au premier. Donc, le sens du courant intervient dans le sens ou dans la détermination du sens de F. Si on a la possibilité même de renverser ou d'inverser la position de l'aimant, on va remarquer la même chose. C'est-à-dire, je laisse le courant dans ce sens, mais j'inverse, c'est-à-dire le pôle nord revient j'inverse la position de l'aimant en U. On va remarquer la même chose ici. Donc, comme conclusion, un conducteur parcouru toujours par un courant électrique et qui est placé dans un champ magnétique. Donc, on a deux conditions qu'il sera parcouru par un courant électrique et qu'il sera posé ou là exister dans un champ magnétique sera toujours soumis à une force qu'on appelle force électromagnétique ou force de Laplace. Pour la loi de Laplace, c'est que cette loi annonce que si une partie du conducteur de longueur L rectiligne est parcouru par un courant électrique d'intensité I. Cette partie, bien sûr, qui existe dans un champ magnétique, la partie L, le conducteur sera donc parcouru par un champ magnétique, par un courant électrique, pardon. La partie L de longueur L sera immergée dans un champ magnétique. Cette partie sera soumise à une force qu'on appelle force de Laplace ou force électromagnétique, dont l'expression est F égale à B fois L fois I fois sinus de alpha. Le sinus de alpha, c'est l'angle que forme le vecteur B et la longueur ou le conducteur L, longueur L. Cette force, bien sûr, puisque c'est une force, il aura les quatre caractéristiques. Comme d'habitude, on a le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Pour le point d'application, il est toujours le milieu de la portion, non pas du conducteur, mais de la portion du conducteur placée dans le champ magnétique. C'est-à-dire, comme si J, la partie que j'étudie, c'est la partie seule de longueur L qui sera émergée dans le champ magnétique. La direction, elle sera perpendiculaire à la fois, vous allez voir ça en deuxième année baccalauréat, il sera perpendiculaire à la fois au champ magnétique et au conducteur. Bien sûr, pour le sens, il est toujours de telle façon que le trièdre I, IB et F soit un trièdre direct. Plus simplement, on va déterminer le sens toujours par l'application d'une des lois ou des techniques bien sûr bien connues, soit les trois doigts, soit la main droite, soit l'observateur d'ampère, soit le tire-bouchon. Si j'utilise par exemple moi, je préfère toujours ma main droite, donc le conducteur il sera matérialisé par mes doigts, à condition que le courant le parcourt vers mes doigts, il va sortir des doigts de ma main droite. B, il va sortir, il sera perpendiculaire à la paume de ma main et l'index va indiquer le sens de F. L'intensité, comme il est écrit avant, F égale à B fois I fois L fois le sinus alpha. F sera toujours en newton dans le système international des unités. B en Tesla. On doit tenir toujours compte à ce que B il est toujours de faible intensité, c'est-à-dire il est souvent exprimé en milli Tesla, donc on doit la convertir en Tesla, I en ampère et L en mètre. On remarque ici que si alpha augmente, F va augmenter. Donc F sera maximal si alpha égale à pi sur 2, c'est-à-dire qu'il aura un sinus égal à 1. Donc si alpha égale à pi sur 2, c'est-à-dire que le champ magnétique, le vecteur champ magnétique B et le conducteur sont perpendiculaires. Maintenant, on va prendre un exemple pour appliquer cette loi de Laplace. On a ici différentes situations. Nous avons un conducteur, nous avons un champ magnétique. Dans ce cadre, obligatoirement, il va régner un champ magnétique du vecteur B. Ici, c'est la même chose, seulement on aura des différences. Ici, B, il est dirigé, il est perpendiculaire normalement à notre écran, à notre tableau, mais il est dirigé vers l'arrière. Le courant, il est vers le haut.
Je vais appliquer maintenant ma règle. Tout d'abord, avant de chercher le sens, on doit préciser tout d'abord où se situe F. Tout d'abord, on doit déterminer sa direction. F doit être perpendiculaire à B, il doit être perpendiculaire à I. Donc, il sera dans le plan de mon tableau. Dans tous les cas, les 4 cas, F, tout d'abord, il sera dans le plan du tableau. La deuxième chose maintenant, on va déterminer le sens. On va appliquer une technique parmi d'autres. Donc, on va utiliser la main droite. Donc, la paume sera dirigée, ou B sort de ma paume, de ma main. Le courant électrique doit traverser mes doigts dans ce sens et l'index va donner plutôt le sens de F. Le sens de F, vous devrez trouver qu'il est vérifié, il est horizontal. Dans le deuxième cas, on a changé seulement le sens de I. Donc, le sens de F va changer. La deuxième ou le troisième cas, c'est le voilà. Donc, ici, si je pars du premier cas au deuxième cas, ici, on a changé le sens de B. Donc, on va changer une fois le sens de F. Le deuxième changement, c'est qu'on a changé B et I. Bien sûr, on va changer plutôt. I n'a pas changé, donc on va changer seulement F. Ici, on a changé par rapport au premier cas et le dernier cas. B, il était en arrière, ici, il est en avant. Ici, I vers le bas, I vers le haut. Donc, on va, ici, F, il est vers la gauche. La première inversion va la mettre à droite. La deuxième inversion du sens du courant va la mettre dans le deuxième sens. Donc, il sera la même situation que la première. Un petit calcul à faire maintenant, c'est que je vais chercher l'intensité F, et non pas de l'intensité F, c'est-à-dire de la force de la place. On donne B égale 50 millitesla, I égale à 2 ampères, L égale à 10 cm, dans un cas parmi d'autres ici. Donc, d'après la figure, on remarque que alpha égale à pi sur 2 ou moins pi sur 2. Mais on va chercher une intensité, donc il sera toujours positif, ça ne va changer rien de prendre soit plus, soit moins pi sur 2. Donc, sinus alpha, il va prendre la valeur 1, et on a F égale à I fois L fois B fois le sinus de alpha. Si je prends mes valeurs B égale à 50 millitesla, I, je crois que c'est 2 ampères, L, c'est 10 centimètres. On va changer les unités, donc on va écrire ici, c'est que 50, 10 à la puissance moins 3 Tesla, reste 2 ampères, donc 10 fois 10 à la puissance moins 2 mètres, donc ça marche bien. Une application numérique, donc on va trouver que 0,01 newton. Donc la chose la plus intéressante ici, c'est que B, comme j'ai déjà précisé, qu'il sera souvent en millitesla, donc à convertir en Tesla. Les applications de cette force sont bien diversifiées. On va prendre un cas qui est bien connu chez vous, c'est le cas du haut-parleur. Premièrement, un haut-parleur, il va nous donner un son après recevoir un courant électrique. Donc un courant électrique passe dans le haut-parleur. Le haut-parleur sera une source sonore. Donc la source sonore, c'est cette membrane qui va être en vibration. Donc parmi les constitutions, il y a la membrane. La membrane doit être en vibration pour donner, c'est-à-dire en mouvement, pour donner un son. Donc on revient sur les constitutions. Les constitutions, bien sûr, puisque on a une application de la force électromagnétique, donc on doit avoir un champ magnétique, un courant électrique
Et on doit bien sûr avoir un mouvement en quelque sorte en fin du montage. Donc ici on a le haut-parleur, il est constitué d'un élément circulaire, donc son champ sera radial comme il est représenté ici. Une bobine mobile placée autour d'un de ces pôles qui peut être en mouvement. Donc ma bobine, il peut glisser ici. Et d'une membrane reliée à la bobine. Donc la bobine, il doit être en mouvement. Et puisqu'il est relié à la membrane, donc il va la mettre en mouvement. La membrane sera en mouvement, donc il va vibrer, il va donner un. Donc, lorsque la bobine qui se trouve dans le champ magnétique de l'aimant est parcourue par un courant électrique d'intensité, elle sera soumise à une force électromagnétique qui va faire glisser la bobine et qui va faire à son tour vibrer la membrane pour donner un son. Une deuxième application, c'est le couplage électromagnétique. Donc l'activité va porter sur les rails de Laplace. Donc notre dispositif est constitué d'un aimant en U, une barre AB et deux barres parallèles qu'on appelle les rails de Laplace. Les rails, chaque rail, il est lié par un fil à travers un interrupteur, un rhéostat, puis il est attaché ou il est sur la borne négative du générateur. Le deuxième fil sort, donc le courant va sortir du générateur, passe par l'ampèremètre et arrivera sur la deuxième rail. Si je remarque ici, maintenant, c'est que le circuit il est ouvert bien sûr, le courant qui sort ici, l'interrupteur sera ouvert. Donc si je ferme l'interrupteur, le courant va circuler, passe de B vers A et puis il va tourner vers le générateur. Bien sûr, le champ magnétique créé par l'entrefer, il est vers le bas, il est uniforme. Donc, si je ferme l'interrupteur, donc le courant va passer et cette partie AB, une partie non pas toute la totalité de la barre AB, mais une partie de la barre AB, mais puisqu'il est rigide, il sera soumis à l'action de la force de Laplace créée par le champ magnétique qui existe dans l'entrefer. Et on va voir qu'il sera sous cette action de la force de Laplace, il sera peut-être en mouvement. Donc pour notre animation, donc on a le courant, les voilà, pardon. Donc le courant passe de B vers A ou le courant passe de A vers B. Si le courant passe de A vers B, je prends ici le premier cas, donc le courant passe de A vers B, donc ma main droite sera dans cette position, le B vers le haut, donc il doit être comme ça, et enfin F sera de la gauche vers la droite, c'est-à-dire que AB il va prendre la position de A', B'. Ici on a inversé seulement le sens du courant électrique, il entre par A et sort par B, donc la partie de la barre AB qui existe dans le champ magnétique, je précise toujours, sera soumise à l'action de la force de Laplace et il va faire déplacer notre barre de AB pour prendre la position A seconde, B seconde. Donc la petite animation comporte un aimant en U, la barre métallique conductrice et les deux rails de Laplace. Voilà une, voilà la deuxième. On a ici un générateur, donc il va nous donner un courant, je crois la tension c'est 1,9. Le champ créé, il est vertical et vers le bas. Il est à l'intérieur de l'entrefer, il est uniforme. Donc je ferme maintenant l'interrupteur. Voilà. On marque que notre barre, il a fait un mouvement de la gauche vers la droite. Donc, c'est bien sûr que F, il est dans ce sens. Donc, F, il est horizontal et vers la droite. B, il est du bas vers le haut. Le courant, il passe dans ce sens. D'après la règle, c'est le même mouvement qu'on doit obtenir pour la barre conductrice. Si on inverse maintenant les pôles du conducteur, si on inverse voilà, le sens du courant, on remarque que la barre glisse dans le sens inverse puisqu'on a changé
le sens du courant, donc la force va inverser de sens. La même chose sera obtenue si on inverse le sens du champ magnétique. Je vous retrouve dans la leçon prochaine. Je souhaite qu'il sera en classe sur les tabourets de notre lycée. Merci.